de Un crime étrange par Arthur Conan Doyle. Fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Deuxième partie, chapitre 4. La fuite. Le matin qui suivit son entrevue avec le prophète des Mormons, J. Ferrier se rendit à Salt Lake City et remit à l'ami qui devait partir pour les montagnes de Nevada la missive destinée à Jefferson Hope. Il racontait au jeune homme le danger terrible qui les menaçait, et lui disait combien son retour serait nécessaire. Une fois cela fait, il se sentit délivré d'une partie de ses craintes et rentra chez lui, le cœur plus léger. En approchant de la ferme, il fut très étonné de voir 2 chevaux attachés de chaque côté de la grille, mais sa surprise augmenta encore en trouvant 2 jeunes gens installés dans son salon. L'un, à la figure longue et pâle, se tenait renversé dans un fauteuil à bascule, les pieds appuyés sur le haut du poêle. L'autre, chez lequel un cou de taureau s'harmonisait parfaitement avec la grossièreté des traits, était campé devant la fenêtre, les 2 mains dans les poches, et sifflait une chanson populaire. Tous 2 saluèrent Ferrier d'un signe de tête, et celui qui se prélassait dans le fauteuil entama la conversation en ces termes. « Peut-être ne nous connaissez-vous pas. Mon compagnon est le fils de l'ancien Drebber, et moi je suis Joseph Stangerson. Tous 2 nous avons voyagé avec vous dans le désert, lorsque le Seigneur a daigné étendre sa main sur vous et vous faire entrer dans le troupeau de ses brebis fidèles. De même qu'il fera rentrer toutes les nations au bercail à l'heure qu'il aura choisie, reprit l'autre d'une voix nasillarde. La meule ne broie que lentement, mais elle broie bien. John Ferrier s'inclina froidement. Il savait maintenant à quoi s'en tenir sur cette visite. Nous sommes venus, continua Stangerson, sur l'avis de nos pères, vous demander la main de votre fille. Choisissez, elle et vous, entre nous 2, mais comme je n'ai que 4 femmes, tandis que frère Drebber ici présent en a 7, il me semble que c'est ma demande qui doit être le plus favorablement accueillie. Non, non, frère Stangerson, s'écria l'autre. Il ne s'agit pas de savoir combien de femmes nous avons, mais combien nous pouvons en entretenir. Mon père m'a abandonné ses moulins, et je suis le plus riche de nous 2. Mais mon avenir est plus brillant que le vôtre, repartit l'autre avec chaleur. Quand le Seigneur appellera à lui mon père, j'aurai sa tannerie et sa fabrique de cuir. De plus, je suis votre aîné, et j'occupe dans l'Église une situation plus élevée. Ce sera donc à la jeune fille à se prononcer, reprit le jeune Drebber, en se regardant avec complaisance dans la glace. Nous nous en rapporterons à sa décision. Pendant tout ce dialogue, John Ferrier, plein d'une rage contenue, était resté sur le seuil de la porte, se tenant à 4 pour ne pas casser son fouet de chasse sur le dos de ses 2 visiteurs. « Écoutez bien, dit-il enfin, en faisant un pas vers eux. Quand ma fille vous demandera elle-même de venir, je consentirai à vous recevoir, mais jusque-là tournez-moi les talons et que je ne vous voie plus. » Les 2 jeunes Mormons sursautèrent, stupéfaits. Pour eux, cette rivalité qu'ils venaient d'exposer était le plus grand honneur qui pût être fait au père aussi bien qu'à la jeune fille, objet de leurs recherches. « Il y a 2 manières de sortir d'ici, » cria Ferrier, « par la porte ou par la fenêtre. Choisissez. » Cette figure bronzée était si terrible, ces mains osseuses, si menaçantes, que les visiteurs jugèrent bon d'opérer une prompte retraite. Le vieux fermier les suivit jusqu'à la porte. « Vous me ferez savoir, dès que vous serez d'accord, quel est celui de vous 2 qui doit devenir mon gendre, » leur dit-il d'un ton de moquerie. « Il vous en cuira pour tout cela !» hurla Stangerson, blanc de rage. « Vous avez porté un défi au prophète et au conseil des 4. Vous vous en repentirez jusqu'à la fin de vos jours. »« La main du Seigneur s'appesantira sur vous, » reprit le jeune Drebber. « Il se lèvera pour vous châtier. »« Alors je vais prendre les devants !» s'écria Ferrier furieux, et déjà il s'élançait pour saisir son fusil, lorsque Lucie accourut et l'arrêta en le prenant par le bras. Avant qu'il ait pu lui échapper, le galop des chevaux se fit entendre sur la route et lui apprit que les 2 Mormons étaient désormais hors d'atteinte. « Les cafards, les misérables !» s'écria Ferrier en essuyant la sueur qui coulait de son front. « J'aimerais mieux te voir morte, mon enfant, que la femme de l'un d'eux. »« Et moi aussi, mon père, » répondit-elle avec calme, « mais Jefferson sera bientôt ici. »« Oui, je l'espère, et le plus tôt sera le mieux, car nous ne savons pas ce qu'ils sont capables d'inventer maintenant. »
Il était en effet grand temps qu'un homme de bon conseil pût venir apporter un secours efficace au vieux fermier et à sa fille adoptive. Depuis les débuts de la colonie, jamais personne ne s'était permis de méconnaître d'une façon aussi formelle l'autorité des anciens. Si des fautes bien moindres avaient été châtiées par eux avec la dernière rigueur, qu'allaient-ils faire devant une pareille rébellion? Ni richesse, ni position acquise ne pouvaient plaider en faveur du coupable. Bien d'autres possesseurs d'un renom ou d'une situation équivalente avaient disparu un beau jour et l'Église avait hérité de tous leurs biens. Malgré sa bravoure, les dangers vagues et mal définis que Ferrier sentait planer sur lui le remplissaient de terreur. Il aurait bravé en face et sans sourciller un péril connu, mais l'incertitude l'affolait. Devant sa fille, cependant, il dissimula ses craintes et affecta de n'attacher que peu d'importance à tout cela. Mais Lucie, avec la pénétration que lui donnait son affection filiale, comprit qu'il n'était guère rassuré. Il pensait bien recevoir de Young soit un message, soit des remontrances verbales. Si son attente ne fut pas complètement déçue, jamais toutefois il n'aurait pu deviner de quelle manière allait se manifester l'intervention du prophète. Le lendemain matin, en effet, quelle ne fut pas sa surprise en trouvant à son réveil un petit carré de papier épinglé sur la couverture de son lit, juste au-dessus de sa poitrine. On y voyait écrit en grosses lettres: 29 jours encore vous restent pour vous décider. Mais ensuite... Un pareil avertissement était plus effrayant qu'aucune menace. Comment avait-il pu lui être signifié jusque dans sa chambre? C'était ce qui inquiétait Ferrier tout en l'intriguant cruellement. Ses serviteurs, en effet, couchaient dans les dépendances, et toutes les portes, toutes les fenêtres de la maison avaient été solidement verrouillées. Il déchira soigneusement ce papier et n'en parla pas à sa fille, mais cet incident le glaça d'épouvante. Les 29 jours en question étaient évidemment le complément du mois accordé par Young. Quelle force, quel courage pouvaient prévaloir contre un ennemi si puissant, qui se servait d'armes aussi mystérieuses? La main qui avait épinglé ce chiffon de papier aurait aussi bien pu le frapper en plein cœur sans qu'on ait jamais su à qui elle appartenait. Le lendemain matin, il reçut un choc plus violent encore. Lucie et lui s'étaient mis à table pour déjeuner lorsque tout à coup la jeune fille poussa un cri de surprise en montrant du doigt le plafond. Au centre était écrit au charbon le chiffre 28. Pour elle, ce chiffre restait inintelligible et ne lui révélait rien. Mais cette nuit-là, le vieux ferrier ne se coucha pas et monta la garde, son fusil entre les jambes. Bien qu'il n'eût rien vu, rien entendu, le lendemain matin, un énorme 27 se dessinait sur l'extérieur de la porte. Chaque jour pareil fait se renouvela. Chaque matin, Ferrier put constater que ses invisibles ennemis continuaient à tenir les comptes, en marquant d'une façon bien apparente le nombre de jours qui restaient encore pour compléter le mois de grâce qu'on lui avait octroyé. Tantôt le chiffre fatal apparaissait sur le mur, tantôt il était écrit par terre, parfois encore on trouvait de petites affiches collées sur la grille du jardin. Et malgré toute sa vigilance, jamais Ferrier ne put découvrir d'où provenaient ces avertissements journaliers. À leur aspect, il sentait une terreur presque superstitieuse l'envahir. Il devenait tout à la fois inquiet et agité, et l'on voyait se refléter dans ses yeux l'expression douloureuse d'un cerf aux abois. Un seul espoir lui restait encore, l'arrivée du jeune chasseur de la Nevada. Les 20 jours de grâce s'étaient changés en 15, les 15 n'étaient plus que 10, et cependant aucune nouvelle de l'absent n'était parvenue à la ferme. Chaque fois qu'un cavalier passait sur la route, chaque fois qu'un conducteur excitait son attelage, le vieux fermier se précipitait à la grille, espérant que ses vœux étaient enfin exaucés. À la fin, lorsqu'il vit le chiffre 5 remplacé par un 4, le 4 par un 3, il perdit courage et renonça à tout espoir de salut. Abandonné à lui-même et ignorant comme il l'était de la région montagneuse qu'entourait la colonie, il se rendait compte de son impuissance. Les routes les plus fréquentées étaient strictement surveillées et si bien gardées que personne ne pouvait y passer sans un ordre signé du conseil. De quelque manière qu'il envisageât la situation, il lui semblait impossible d'éviter la catastrophe suspendue sur sa tête.
et cependant la résolution du vieillard ne chancela jamais, plutôt la mort que de consentir à ce qu'il regardait comme le déshonneur de sa fille. Un soir, assis seul dans sa demeure, il réfléchissait encore à la terrible position dans laquelle il se trouvait et cherchait vainement un moyen d'en sortir. À l'aube du même jour, c'était le numéro 2 qui était apparu, inscrit sur le mur de la maison. Le lendemain, ce serait donc le dernier jour du délai qui lui avait été accordé. Qu'allait-il arriver alors? Toutes sortes de pensées vagues et effrayantes se heurtaient dans son cerveau. Que deviendrait sa fille quand il n'y serait plus? N'y avait-il aucun moyen de traverser les mailles du filet qu'il sentait se resserrer autour de lui? En constatant son impuissance, il laissa tomber sa tête sur la table et se mit à sangloter. Mais soudain, dans le silence, un bruit se fit entendre. Qu'était-ce donc? À la porte, un léger grattement, très distinct cependant, troublait le calme de la nuit. Ferrier se glissa dans l'antichambre pour écouter plus attentivement. Le bruit s'interrompit quelques instants, puis reprit de la même façon, mystérieuse. Évidemment, quelqu'un frappait doucement sur un des panneaux de la porte. Était-ce quelque assassin venu dans la nuit pour accomplir les ordres sanguinaires du tribunal secret? Ou bien quelque agent signalant par le chiffre fatal l'aurore du dernier jour de grâce? Cette incertitude énervante fit passer un tel frisson dans les veines du vieillard que, préférant à ses angoisses une mort immédiate, il bondit en avant, tira le verrou et ouvrit brusquement la porte. À l'extérieur, tout était silencieux et tranquille. La nuit resplendissait sereine et les étoiles brillaient au firmament. La vue s'étendait jusqu'à la barrière qui limitait le jardin, mais ni dans l'enclos ni sur la route n'apparaissait aucun être humain. Avec un soupir de soulagement, Ferrier examinait les environs, lorsque tout à coup, ayant regardé à ses pieds, il fut stupéfait d'y voir un homme étendu tout de son long, la face contre terre. Cette vue lui produisit un tel effet qu'il fut obligé de s'appuyer contre le mur et de porter la main à sa gorge pour étouffer le cri qu'il allait pousser. Il s'imagina d'abord que quelque blessé ou quelque mourant s'était traîné jusque-là, lorsque soudain il vit l'homme ramper sur le sol et glisser dans l'antichambre avec la rapidité silencieuse du serpent. Puis, une fois dans la maison, il sauta sur ses pieds, ferma la porte et exhiba aux yeux stupéfaits du fermier le visage fier et résolu de Jefferson Hope. « Bonté divine !» exhala John Ferrier. « Quelle peur vous m'avez faite! Mais pourquoi vous introduire ici de cette façon? »« Donnez-moi à manger, » dit l'autre d'une voix rauque. « Je n'ai rien eu à me mettre sous la dent depuis 48 heures. » Il se jeta sur la viande froide et le pain qui restait encore du souper de son hôte et se mit à dévorer en conscience. « Lucie va-t-elle toujours bien ?» demanda-t-il, après avoir assouvi sa première faim. « Oui, » répondit le père, « elle ignore les dangers que nous courons. »« C'est bon. La maison est surveillée de tous les côtés. Voilà pourquoi j'ai rampé jusqu'ici. Ils peuvent être aussi malins qu'ils voudront, ils ne le sont pas encore assez pour déjouer les ruses d'un chasseur d'antilopes. » Depuis l'arrivée d'un tel allié, John Ferrier se sentait devenir un autre homme. Il saisit la main bronzée du jeune homme et la serra cordialement. « On peut être fier de vous, dit-il. Peu de gens auraient consenti à venir ainsi partager nos dangers et nos peines. »« Vous dites vrai, père, » répondit le jeune chasseur. « Je vous estime bien, mais si vous étiez seul dans l'embarras, je crois que j'y regarderais à 2 fois avant de me fourrer dans un pareil guêpier. C'est pour Lucie que je suis ici, et avant qu'il lui arrive malheur, il faudra qu'il y ait un Hope de moins dans l'Utah. Qu'allons-nous faire? Demain est le dernier jour qu'ils vous ont laissé, et si nous n'agissons pas ce soir, tout est perdu. J'ai une mule et 2 chevaux qui nous attendent dans le ravin de l'Aigle. Combien d'argent avez-vous? 2000 $ en or et 5000 en billets. C'est suffisant. J'en ai autant de mon côté. Il faut que nous atteignions Carson City par les montagnes. Mais vous feriez bien de réveiller Lucie. Nous avons de la chance que les domestiques ne couchent pas dans la maison. Pendant que Ferrier allait prévenir sa fille du voyage qu'ils étaient sur le point d'entreprendre, Jefferson Hope fit un petit paquet de tout ce qu'il put trouver en fait de provisions de bouche et remplit d'eau une jarre de grès, sachant par expérience combien dans la montagne les puits étaient rares et distants les uns des autres.
À peine ces préparatifs étaient-ils terminés que le fermier et sa fille revinrent tout prêts à se mettre en route. Quelque tendre que fût la rencontre entre les deux amoureux, ils abrégèrent leurs épanchements. Car les minutes étaient précieuses et il leur restait beaucoup à faire. « Il faut partir sur l'heure, » dit Jefferson Hope, sur un ton bas mais résolu, comme quelqu'un qui, tout en se rendant bien compte du danger, a d'avance cuirassé son cœur. Devant et derrière, les approches sont gardées, mais avec des précautions nous pourrons nous échapper par une fenêtre de côté et prendre ensuite à travers champs. Une fois sur la route, nous ne sommes qu'à 2 milles du ravin où attendent les chevaux, et au lever du soleil, nous pourrons avoir fait la moitié du chemin dans les montagnes. « Et si on nous arrête ?» demanda Ferrier. Hope toucha la crosse du revolver qu'il portait à sa ceinture. « S'ils sont trop nombreux, nous en descendrons toujours bien 2 ou 3 avant d'y passer nous-mêmes, » dit-il avec un sourire sinistre. Toutes les lumières de la maison avaient été éteintes, et à travers la fenêtre ainsi assombrie, Ferrier regarda ces terres qui avaient été les siennes et qu'il allait abandonner pour toujours. Pourtant, son sacrifice était fait depuis longtemps, et la pensée de l'honneur et de l'avenir de sa fille l'empêchait de sentir trop douloureusement sa ruine. Tout paraissait si calme, si heureux, depuis les arbres frémissants dans l'ombre jusqu'aux immenses plaines labourées, dont pas un bruit ne s'élevait, qu'on ne pouvait croire un tel paysage hanté par l'esprit du meurtre. Et cependant, la pâleur du jeune chasseur, l'expression sérieuse répandue sur ses traits, témoignaient bien qu'il en avait vu assez aux abords de la maison pour savoir à quoi s'en tenir. Ferrier avait pris le sac plein d'or et les billets de banque, Jefferson Hope s'était chargé des menues provisions ainsi que de l'eau, et Lucie portait un petit paquet contenant ce qu'elle possédait de plus précieux. Ouvrant la fenêtre aussi doucement que possible, ils attendirent le passage d'un nuage épais qui vint obscurcir la nuit, puis, l'un derrière l'autre, ils se mirent à traverser le jardin. Rampant, trébuchant, retenant avec soin leur respiration, ils parvinrent à gagner l'abri de la haie qu'ils voulaient longer jusqu'à la brèche donnant dans les champs. Ils allaient l'atteindre lorsque le jeune homme, saisissant tout à coup ses 2 compagnons, les repoussa violemment dans l'ombre, où ils se tinrent tous les 3, silencieux et tremblants. Élevé dans la prairie, Jefferson Hope devait à l'existence nomade qu'il avait toujours menée une ouïe extraordinairement développée. Ce fut heureux pour les 3 fugitifs, car à peine s'étaient-ils tapis contre la haie qu'ils entendirent tout près d'eux le ululement mélancolique d'un hibou de montagne, auquel répondit aussitôt et à une petite distance un cri semblable. En même temps, une silhouette vague, indécise, se profila dans la brèche même et répéta ce plaintif signal jusqu'à ce qu'un second individu apparût dans l'obscurité. « Demain soir, à minuit, » dit le premier qui semblait être le chef, « quand le hibou fera entendre 3 fois son appel. »« C'est bien, » répondit l'autre. « Faut-il prévenir frère Drebber ?»« Prévenez-le, lui et les autres. De 9 à 7. »« De 7 à 5, » répéta le second personnage, et les 2 silhouettes s'éloignèrent, chacune dans une direction différente. Les dernières paroles échangées étaient évidemment un mot de passe. Dès que le bruit des pas se fut évanoui dans le lointain, Jefferson Hope se leva d'un bond et aida ses compagnons à franchir la brèche. Puis, les guidant à travers champs, il les fit marcher aussi vite que possible, soutenant la jeune fille ou la portant presque lorsque les forces semblaient lui manquer. « Dépêchons, dépêchons » murmurait-il de temps à autre. « Nous sommes à hauteur des vedettes, et tout dépend de notre célérité. Dépêchons » Dès qu'ils eurent atteint la grande route, ils avancèrent plus rapidement. Ils eurent la chance de ne rencontrer qu'une seule personne, mais ils purent se glisser dans un champ avant d'être reconnus. Près de la ville, le chasseur obliqua et s'engagea dans un sentier étroit et malaisé qui menait dans les montagnes. 2 arêtes sombres et dentelées se profilaient dans l'obscurité. Entre les 2 s'étendait le défilé de l'Aigle, où les chevaux attendaient. Avec un instinct qui n'était jamais mis en défaut, Jefferson Hope choisissait son chemin au milieu des blocs de rochers ou dans le lit du torrent desséché, jusqu'à ce que son compagnon et lui eussent enfin atteint l'endroit retiré où, cachés par d'énormes pierres, les fidèles animaux avaient été attachés. La jeune fille fut placée sur la mule, le vieux ferrier
toujours muni de son sac d'argent, enfourcha un des chevaux, tandis que Jefferson Hope prenait l'autre. Puis ils s'engagèrent tous les trois dans un étroit sentier qui longeait d'effrayants précipices. Le spectacle était propre à glacer de terreur quiconque n'a pas l'habitude de l'aspect sauvage que la nature sait revêtir parfois. D'un côté s'élevait à plus de 1000 mètres un énorme rocher tout noir, tout morne, qui semblait menacer les alentours. De longues rayures de basalte striaient sa surface rugueuse et lui donnaient ainsi l'aspect d'un monstre aux côtes proéminentes. De l'autre côté un affreux chaos de rochers et de débris de toutes sortes obstruait une partie du défilé. Au milieu était tracée la piste, mais si étroite, si mauvaise, que non seulement on ne pouvait y passer qu'en file indienne, mais qu'encore des cavaliers expérimentés étaient seuls capables de s'y aventurer. Cependant, en dépit des dangers et des obstacles, les fugitifs se sentaient le cœur plus léger, puisque chaque pas augmentait la distance qui les séparait du pouvoir terrible et despotique devant lequel ils fuyaient. Mais ils étaient toujours sous la juridiction des saints, et ils ne tardèrent pas à en avoir la preuve. Ils venaient d'atteindre la partie la plus sauvage et la plus désolée du défilé, lorsque Lucie poussa un cri d'effroi en montrant du doigt le sommet de la montagne. Sur un rocher qui dominait le chemin se détachait nettement la silhouette d'une sentinelle avancée. Celle-ci les aperçut au même instant et un qui-vive, tout militaire, fit résonner les échos silencieux du ravin. « Voyageurs allant à Nevada !» répondit Jefferson Hope en mettant la main sur la carabine qui pendait à sa selle. L'homme arma son fusil et les examina comme si cette réponse n'était pas suffisante. « Avec quelle autorisation ?» demanda-t-il. « Avec celle des Quatre Saints » répondit Ferrier. Son expérience des Mormons lui avait appris que c'était la plus haute autorité qu'il pût invoquer. « 9-7 » cria la sentinelle. « 7-5 » riposta aussitôt Jefferson Hope, se rappelant le mot de passe qu'il avait entendu dans le jardin. « Passez, et que le Seigneur soit avec vous » dit la voix d'en haut. Plus loin, le chemin devenait meilleur et les fugitifs purent mettre leurs chevaux au trot. En jetant un regard en arrière, ils aperçurent la sentinelle perdue appuyée sur son fusil. Cette silhouette leur indiquait la frontière du peuple des élus, et devant eux ils crurent voir enfin briller l'aurore de la liberté. Fin de la section 11. Section 12 de Un crime étrange par Arthur Conan Doyle. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Deuxième partie, chapitre 5. Les anges de la vengeance. Toute la nuit, ils poursuivirent leur route en suivant, au milieu de gorges abruptes, des sentiers presque impraticables, semés partout d'énormes quartiers de roches. Aussi s'égarèrent-ils plus d'une fois. Mais Hope connaissait si bien cette région montagneuse qu'il finissait toujours par retrouver son chemin. Au point du jour, un spectacle grandiose et sauvage s'offrit à leurs yeux. De tous côtés, les pics couverts de neige se dressaient les uns à côté des autres, comme si chacun d'eux cherchait à dominer son voisin pour plonger plus avant dans les horizons lointains. La piste côtoyait d'immenses rochers à pic, au sommet desquels les mélèzes et les pins semblaient suspendus sur les têtes des voyageurs, et prêts, au moindre coup de vent, à venir s'abattre sur leurs têtes. Cette crainte n'était pas d'ailleurs tout à fait chimérique, car la vallée sauvage était à chaque instant barrée par des arbres ou des quartiers de roc qui s'étaient détachés un jour de la montagne. Au moment même de leur passage, un grand rocher vint à rouler du haut en bas avec un grondement sourd et terrible qui, réveillant les échos des gorges silencieuses, détermina les chevaux à prendre le galop malgré leur extrême fatigue. À mesure que le soleil montait lentement sur l'horizon, les capuchons, dont semblaient recouvertes les montagnes les plus élevées, s'éclairaient l'un après l'autre, telles les lampes qu'on allume dans une fête mondaine, jusqu'à ce qu'ils se fussent revêtus d'une couleur vermeille et brillante. La magnificence de ce spectacle réconforta les trois fugitifs et leur donna une nouvelle énergie. Bientôt ils firent halte au bord d'un torrent dont les eaux rapides s'échappaient d'un étroit ravin, et pendant que les chevaux se désaltéraient, ils déjeunèrent rapidement. Lucie et son père
se serait bien reposé plus longuement, mais Jefferson Hope s'y opposa énergiquement. Ils doivent être sur nos traces à l'heure qu'il est, dit-il. Tout dépend donc de la rapidité de notre course. Une fois sains et saufs à Carson, nous serons libres de nous reposer toute notre vie. Pendant la journée entière, ils cheminèrent à travers les défilés, et vers le soir, ils calculèrent que 30 milles au moins les séparaient de leurs persécuteurs. À la tombée de la nuit, ils choisirent une anfractuosité de rochers à l'abri du vent, et là, serrés les uns contre les autres pour mieux se garantir du froid, ils purent s'accorder quelques heures de sommeil. Mais avant le lever du jour, ils étaient de nouveau en route. Rien jusque-là n'indiquait qu'ils fussent poursuivis, et Jefferson Hope se prenait à espérer qu'ils avaient échappé enfin à leurs terribles ennemis. Il ne savait pas encore jusqu'où pouvait s'étendre la griffe impitoyable de cette association toute-puissante qui devait pourtant les étreindre et les broyer avant peu. Vers le milieu du second jour, leurs provisions commencèrent à s'épuiser, mais un chasseur qui avait eu si souvent à ne compter que sur son fusil pour le nourrir et qui savait qu'on pouvait trouver du gibier dans ces montagnes ne devait pas s'inquiéter pour si peu. Aussi Hope commença-t-il par choisir un endroit abrité. Après avoir fait une provision de bois mort, il construisit un bûcher sérieux dont la flamme réconfortante permit à ses compagnons de se réchauffer suffisamment. Il se trouvait en effet à une altitude de plus de 5000 pieds et l'air commençait à mordre cruellement. Puis, les chevaux une fois entravés et après avoir dit adieu à Lucie, il jeta son fusil sur son épaule et se mit en chasse, comptant sur son étoile pour lui faire rencontrer du gibier. À une certaine distance, il aperçut encore en se retournant le vieillard et la jeune fille accroupis devant le feu, tandis qu'un peu plus loin, il distinguait les 3 chevaux immobiles. Il poursuivit alors son chemin, et au détour d'un rocher, il les perdit de vue. Pendant 2 milles environ, les ravins se succédèrent sans qu'il eût rien rencontré. Cependant, les marques empreintes sur l'écorce des arbres, aussi bien que les traces qu'il relevait à terre, prouvaient que cette région devait renfermer des ours en grand nombre. Enfin, après avoir marché 2 ou 3 heures sans résultat, il allait se décider à revenir sur ses pas, en désespoir de cause, lorsqu'en levant les yeux, il aperçut un spectacle qui le fit tressaillir d'aise. Sur la saillie d'un énorme rocher, à 300 ou 400 pieds au-dessus de sa tête, se dessinait la silhouette d'un animal assez semblable à un mouton, mais orné d'une paire de cornes gigantesques. Ce mouflon, car c'en était un, était sans aucun doute la sentinelle avancée d'un troupeau invisible. Comme par bonheur il regardait dans une direction opposée à celle où se trouvait notre chasseur, il ne l'avait pas éventé. Jefferson Hope se coucha à plat ventre, et appuyant la crosse de sa carabine dans le creux d'une pierre, il visa longuement avant de presser la détente. Au coup de fusil, l'animal fit un bond désespéré, chancela un instant sur le rebord du précipice, puis vint s'écraser lourdement au fond de la vallée. C'était un gibier trop gros pour pouvoir l'emporter tout entier. Aussi le jeune homme se contenta-t-il d'en couper un cuisseau et de détacher le filet. Jetant son butin sur son épaule, il se hâta de revenir sur ses pas, car le jour commençait à tomber. Mais il s'aperçut bientôt qu'il allait avoir d'autres difficultés à surmonter. Son ardeur, en effet, l'avait emporté bien au-delà de la contrée qui lui était familière, et il lui était presque impossible de reconnaître le chemin qu'il avait suivi. La vallée dans laquelle il se trouvait était coupée et enchevêtrée par plusieurs gorges, qui se ressemblaient toutes tellement qu'on ne pouvait les distinguer les unes des autres. Il en suivit une pendant plus d'1 mille, mais elle amena à un torrent qui s'échappait de la montagne et qu'il était certain de n'avoir pas rencontré en venant. Reconnaissant son erreur, il suivit alors un autre ravin. Le résultat fut le même. La nuit tombait rapidement, et l'obscurité était presque complète lorsqu'il se retrouva dans un défilé qu'il reconnut enfin. Mais alors même, il était difficile de suivre le bon chemin sans commettre d'erreur, car la lune n'était pas levée et les grandes falaises qui se dressaient de chaque côté rendaient les ténèbres plus épaisses encore. Pliant sous le poids de son fardeau, exténué de fatigue, il ne pouvait faire un pas sans trébucher. Cependant la joie de revoir Lucie et la pensée qu'il rapportait des provisions suffisantes pour assurer la fin de leur voyage le soutenaient et lui donnaient des forces surhumaines. Il atteignit enfin l'entrée du défilé,
d'où il était parti et qu'il reconnut aux hautes falaises que, malgré l'obscurité, on voyait se détacher sur le ciel. Songeant alors à l'anxiété avec laquelle ses compagnons devaient l'attendre, car son absence avait duré près de 5 heures, il mit sa main sur sa bouche et lança un joyeux halloo pour signaler son arrivée. Il s'arrêta un instant, espérant entendre un autre cri lui répondre, mais rien, sinon son propre appel répercuté 100 fois sur un ton lugubre par les échos de ces gorges sauvages, tout surpris d'être ainsi réveillé. De nouveau et plus haut encore, il se mit à appeler, mais cette fois encore personne ne répondit. Rien ne vint lui révéler la présence des êtres aimés qu'il venait de quitter. Une terreur vague, une terreur sans nom s'empara de lui, et il s'élança dans une course folle, laissant même dans son trouble tomber le précieux butin qu'il rapportait. Lorsqu'il eut tourné l'angle du rocher, il se trouva soudain devant les restes du brasier. Le feu achevait de se consumer, il était facile de voir qu'il n'avait pas été entretenu depuis son départ. Un silence de mort régnait sur cette scène. Ses craintes se changèrent alors en certitude. Il bondit en avant, mais il ne vit rien, rien en dehors des cendres encore brûlantes. Le père, la fille, les animaux eux-mêmes, tout avait disparu. Cela n'était que trop clair. Une catastrophe soudaine, terrible, s'était abattue sur ses compagnons pendant son absence et les avait engloutis sans laisser d'eux aucune trace. Anéanti par ce coup effroyable, Jefferson Hope sentit la tête lui tourner et dut s'appuyer sur son fusil pour ne pas tomber. Mais il était avant tout un homme d'action, et il surmonta rapidement cette faiblesse passagère. Saisissant dans le brasier un brandon enflammé, il souffla dessus pour en raviver la flamme et se mit à examiner minutieusement le lieu du campement. Le sol portait de nombreuses empreintes de pieds de chevaux. C'était donc une troupe d'hommes montés qui aurait surpris les fugitifs et qui, d'après la direction des pas, avait dû retourner ensuite à Salt Lake City. Avaient-ils emmené ses 2 compagnons? Jefferson Hope commençait à le croire, lorsque soudain, en continuant à promener ses regards de tous côtés, il se prit à frissonner de la tête aux pieds. Près du camp, il venait d'apercevoir un renflement de terre rougeâtre qui certainement n'existait pas quelques heures auparavant. Il n'y avait pas à s'y tromper. Ce ne pouvait être qu'une tombe fraîchement creusée. En s'en approchant, le jeune chasseur distingua un morceau de papier placé dans la fente d'un bout de bois fiché en terre, et sur ce papier cette inscription, laconique, mais trop significative, hélas, John Ferrier, de son vivant citoyen de Salt Lake City, décédé le 4 août 1860. Le robuste vieillard qu'il avait quitté si peu d'heures auparavant n'était donc plus, et il ne restait de lui que cette brève épitaphe. Blême d'effroi, Hope regarda de tous côtés, tremblant d'apercevoir une seconde tombe, mais aucun indice ne vint confirmer ses craintes. Lucie avait dû être ramenée par ses terribles persécuteurs pour accomplir la destinée à laquelle il l'avait vouée, pour être enfermée dans le harem du fils d'un des anciens. Devant la certitude de son malheur, devant sa propre impuissance, le jeune homme se prit à regretter amèrement de ne pas partager la dernière demeure du vieux fermier, la demeure où l'on trouve enfin le repos suprême. Bientôt cependant son énergie naturelle lui fit secouer l'abattement où l'avait plongé d'abord son désespoir. Si tout était perdu, il pouvait au moins consacrer sa vie à la vengeance. À une patience incroyable, à une persévérance sans égale, Jefferson Hope était capable de joindre une puissance de haine et de ressentiment que n'auraient pas désavoué les Indiens au milieu desquels il avait vécu si longtemps. Assis près du foyer abandonné, il se dit qu'une seule chose pourrait adoucir sa douleur, la joie d'infliger de ses propres mains un châtiment complet, un châtiment terrible à ses cruels ennemis. Il se fit donc à lui-même le serment de n'avoir plus que ce seul but dans la vie, et d'y consacrer toute sa volonté, toute son énergie. La figure pâle, les traits contractés, il retourna chercher le cuisseau de mouflon à l'endroit où il l'avait laissé tomber, et, ayant ravivé les restes du feu, il le fit cuire de façon à assurer sa nourriture pour quelques jours. Puis il l'enveloppa soigneusement, et insoucieux de son immense fatigue, il se mit en marche à travers les montagnes pour suivre les traces de ceux qui s'intitulaient eux-mêmes les anges de la vengeance. 5 jours durant il chemina harassé, les pieds en sang, à travers les défilés
qu'il avait déjà traversées à cheval. Le soir, il se laissait tomber dans une anfractuosité de rochers et dormait quelques heures, mais le lever du soleil le retrouvait toujours en marche. Enfin, le 6e jour, il atteignit le col de l'Aigle, ce col qui avait été le point de départ de leur fatal exode, et de là il put apercevoir la demeure des saints. Brisé par la fatigue, obligé de s'appuyer sur sa carabine, il brandit son poing décharné dans l'espace et menaça la grande ville qui s'étendait silencieuse à ses pieds. En regardant plus attentivement de ce côté, il distingua des drapeaux déployés dans les rues et de nombreux signes de réjouissance. Il était à se demander ce que cela signifiait lorsqu'il entendit le pas d'un cheval et vit un cavalier qui s'avançait vers lui. Bientôt, il reconnut un Mormon du nom de Cooper, auquel il avait à plusieurs reprises rendu quelques services. Aussi l'aborda-t-il sans hésiter pour tâcher de se renseigner sur le sort de l'infortuné Luciférié. « Ne me reconnaissez-vous pas, dit-il, je suis Jefferson Hope. » Le Mormon le regarda stupéfait. Il était difficile, en effet, de retrouver dans ce misérable tout déguenillé, dans ce vagabond à la figure hâve et farouche, aux yeux égarés, le jeune et élégant chasseur d'autrefois. Mais lorsqu'il eut à la fin reconnu, la surprise du Mormon se changea en consternation. « Vous êtes fou de vous aventurer jusqu'ici, s'écria-t-il. Le seul fait d'être vu causant avec vous peut me coûter la vie. Ne savez-vous pas que les 4 saints ont prononcé contre vous la fatale sentence pour avoir assisté les ferriers dans leur fuite? Je ne crains ni eux, ni leur sentence, répondit froidement Hope. Vous êtes sûrement au courant de ce qui s'est passé, Cooper. Aussi, par tout ce que vous avez de plus sacré au monde, je vous conjure de répondre à quelques-unes de mes questions. N'avons-nous pas toujours été bons amis? Pour l'amour du ciel, ne me refusez pas ce que je vous demande. Que désirez-vous savoir? Demanda le Mormon avec embarras. Dites-le vite, car ici les rochers ont des oreilles et les arbres des yeux. Qu'est devenu Luciférié? Elle a épousé hier le jeune Drebber. Mais allons, du courage, mon ami, du courage, vous allez vous trouver mal. Et qu'importe, dit Hope, faiblement. Il était devenu en effet d'une pâleur effrayante, et s'était laissé tomber au pied du rocher contre lequel il s'appuyait jusque-là. Elle est mariée, dites-vous? Mariée depuis hier. Voilà pourquoi vous voyez ces drapeaux sur l'hôtel de ville. Il y a bien eu discussion entre le jeune Drebber et le fils de Stangerson pour savoir qui l'épouserait. Ils avaient fait partie tous les deux de la troupe qui vous avait poursuivi, et comme Stangerson avait tué le père, il pensait que ses droits devaient primer ceux de son compagnon. Mais lorsque l'affaire fut portée devant le Grand Conseil, la majorité se prononça en faveur de Drebber, et alors le prophète lui accorda la jeune fille. Seulement je crois bien qu'avant peu, elle ne sera plus à personne, car hier, j'ai vu distinctement la mort peinte sur sa figure. Elle ressemble plus à un fantôme qu'à un être humain. Et maintenant, allez-vous repartir? Oui, je pars, dit Jefferson Hope, qui s'était levé. Sa figure semblait être devenue de marbre, tant l'expression en était dure et immobile. Les yeux seuls brillaient d'une lueur sinistre. « Où allez-vous » demanda le Mormon. « Qu'importe, » répondit le chasseur, et jetant sa carabine sur son épaule, il redescendit la pente du ravin, puis se perdit au milieu des montagnes, dans les gorges profondes, où seules les bêtes féroces établissent leurs repères. À cette heure, il était devenu plus dangereux et plus cruel que tous les fauves au milieu desquels il allait vivre. La prédiction du Mormon ne se réalisa que trop bien. Accablé soit par l'effroyable mort de son père, soit par le mariage odieux auquel on l'avait contrainte, l'infortunée Lucie ne releva plus la tête. Elle languit encore un mois, puis mourut. La brute qu'elle avait pour mari, et qu'il avait épousée surtout à cause des biens que possédait John Ferrier, ne manifesta pas le moindre chagrin de cette mort, mais les autres femmes de Drebber la pleurèrent sincèrement, et selon la coutume des Mormons, elles voulurent la veiller pendant la nuit qui précéda les funérailles. Elles se trouvaient toutes réunies autour de sa bière, quand, aux premières lueurs du jour, elles virent, à leur inexprimable terreur, la porte s'ouvrir brusquement et un homme, à l'air féroce, tout hâve et déguenillé, se précipiter dans la chambre. Sans un regard, sans un mot pour les femmes effondrées devant lui, il s'avança vers le corps blanc et immobile d'où venait de s'envoler l'âme si pure de Lucie Ferrier. Se penchant sur elle, il baisa avec respect
son front glacé, puis saisissant sa main, il en arracha l'anneau de mariage. « Du moins, elle ne portera pas cela dans la tombe » cria-t-il d'un ton de défi. Et avant que l'alarme ait pu être donnée, il avait déjà dégringolé l'escalier et avait disparu. Tout cela s'était passé si vite, d'une façon si étrange, que les témoins de cette scène auraient eu de la peine à croire eux-mêmes à sa réalité s'ils n'en avaient eu une preuve indéniable. L'anneau de mariage de Lucie avait bien été enlevé de son doigt. Pendant plusieurs mois, Jefferson Hope erra dans les montagnes, menant une véritable vie de sauvage et berçant dans son cœur le désir immodéré de vengeance qui le possédait tout entier. Bientôt des récits étranges commencèrent à circuler dans la ville. On parlait d'une espèce de fantôme qu'on voyait tantôt ramper près des faubourgs, tantôt errer comme une apparition dans les gorges solitaires et les ravins abrupts. Un jour Stangerson entendit siffler à ses oreilles une balle qui, traversant la fenêtre, vint s'aplatir contre la muraille à quelques pouces de lui. Une autre fois, comme Drebber passait au pied d'une falaise, un quartier de rocs se détacha du sommet et l'aurait entraîné dans le précipice en le vouant à une mort effroyable, s'il n'avait eu la présence d'esprit de se jeter à plat ventre. Les deux jeunes Mormons ne tardèrent pas à découvrir quel était l'auteur de ces attentats. Ils firent plusieurs expéditions dans les montagnes, dans l'espoir de capturer ou de tuer leur ennemi, mais toujours en vain. Alors, ils se résignèrent à ne jamais sortir seuls, ni après la chute du jour, et à faire monter la garde autour de leur demeure. Au bout d'un certain temps, ils se relâchèrent un peu de leurs précautions, car personne n'avait plus vu leur adversaire, ou n'en avait plus entendu parler. Ils pouvaient espérer que le temps avait enfin calmé sa soif de vengeance. Il n'en était rien, cependant. Le ressentiment de Hope n'avait fait que s'accroître. Sa nature inflexible et farouche était possédée tout entière par le désir de la vengeance, et il n'y avait plus dans son cœur place pour aucun autre sentiment. Mais il était doué d'un sens éminemment pratique. Il s'aperçut bientôt que sa constitution de fer, quelque solide qu'elle fût, ne pourrait résister longtemps à l'attention constante à laquelle il l'astreignait. Cette vie de périls et de privations l'affaiblissait trop rapidement. S'il mourait comme un chien dans les montagnes, que deviendrait alors sa vengeance? Et cependant telle était la fin qu'il attendait, s'il persistait à mener la même existence. C'était trop bien faire le jeu de ses ennemis, il le comprit, et alors, le cœur déchiré, il reprit le chemin des mines du Nevada pour y refaire sa santé, et aussi pour y amasser l'argent qui lui permettrait de poursuivre enfin son but par tous les moyens. Son intention avait d'abord été de ne pas rester plus d'une année absent. Mais par suite d'une série de circonstances imprévues, il ne put quitter la mine qu'au bout de 5 ans environ. Et cependant, après ce long temps écoulé, le ressentiment de tout ce qu'il avait souffert et sa soif de vengeance étaient aussi vifs, aussi ardents qu'au moment même où, dans une nuit inoubliable, il s'était agenouillé sur la tombe de John Ferrier. Il revêtit un déguisement, prit un faux nom, et retourna à Salt Lake City, se souciant peu de risquer sa vie, pourvu qu'il arrivât enfin à se faire justice. Mais là, de mauvaises nouvelles l'attendaient. Quelques mois auparavant, un schisme avait divisé les élus. Plusieurs parmi les plus jeunes membres de l'Église s'étaient révoltés contre l'autorité des anciens, et il en était résulté une scission, à la suite de laquelle les mécontents avaient quitté l'Utah pour redevenir gentils. Parmi ces derniers, on comptait Drebber et Stangerson, mais personne ne savait de quel côté ils s'étaient dirigés. La rumeur publique disait seulement que Drebber avait pu réaliser une grande partie de ses biens et qu'il était parti à la tête d'une réelle fortune, tandis que son compagnon Stangerson était presque ruiné. Aucun indice d'ailleurs ne faisait présager qu'on pourrait un jour retrouver leurs traces. En présence de pareilles difficultés, et malgré le ressentiment le plus violent, plus d'un aurait abandonné toute pensée de vengeance, mais Jefferson Hope n'eut pas un instant de défaillance. Avec le petit pécule qu'il possédait, cherchant de plus à travailler partout où il passait, il voyagea de ville en ville à travers les États-Unis, toujours à la recherche de ses ennemis. Les années succédaient aux années, les cheveux gris aux cheveux noirs, mais il suivait toujours sa voie, comme un bon chien de chasse, âpre à la curée, sa volonté tendue vers le but auquel il avait consacré sa vie. Une telle persévérance fut enfin récompensée. Un jour, il aperçut simplement une tête se profiler, un instant,
derrière une fenêtre, et cette apparition d'une seconde lui suffit. Il savait désormais que c'était à Cleveland, dans l'Ohio, que s'étaient retirés ceux qu'il poursuivait. Lorsqu'il rentra dans son misérable taudis, son plan de vengeance était déjà tout fait. Mais le malheur voulut que Drebber, en regardant par la fenêtre, avait de son côté reconnu ce vagabond, et dans ses yeux il avait eu le temps de voir luire une pensée de meurtre. Aussi, accompagné de Stangerson, qui était devenu son secrétaire particulier, il se précipita chez un des juges de la ville pour lui expliquer qu'un ancien rival les poursuivait de sa haine et que sa présence à Cleveland la faisait courir les plus grands dangers. Le même soir, Jefferson Hope fut arrêté, et n'ayant trouvé personne pour lui servir de répondant, il demeura en prison pendant plusieurs semaines. Lorsqu'il fut enfin relâché, la maison de Drebber était vide, son secrétaire et lui venaient de partir pour l'Europe. Une fois de plus, les projets de vengeance de Hope se trouvaient déjoués, mais sa haine était trop forte pour lui permettre d'abandonner sa poursuite. Comme cependant l'argent lui faisait défaut, il fut pendant quelque temps obligé de se remettre au travail, économisant sou par sou en vue de prochains voyages. À la fin, ayant amassé assez pour aller jusqu'en Europe, il se décida à partir. Bientôt, il retrouva la piste de ses ennemis. De ville en ville, il les traqua, travaillant partout pour gagner sa vie, mais sans jamais pouvoir les atteindre. Lorsqu'il parvint à Saint-Pétersbourg, il venait de repartir pour Paris, et quand à son tour il y arriva, ils étaient déjà en route pour Copenhague. Ce fut encore quelques jours trop tard qu'il débarqua dans la capitale du Danemark, car ils avaient fait voile pour Londres. Mais là, enfin, il réussit à sonner l'hallali. Pour avoir l'historique des derniers événements, nous ne pouvons faire mieux que de transcrire le récit du vieux chasseur lui-même, tel que le docteur Watson l'a reproduit dans ses notes, auxquelles nous avons déjà tant d'obligations. Fin de la section 12. Section 13 de Un crime étrange par Arthur Conan Doyle. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Deuxième partie, chapitre 6. Continuation des souvenirs de John H. Watson, ex-médecin-major. La résistance désespérée de notre prisonnier ne dénotait pas cependant chez lui des dispositions particulièrement agressives à notre endroit, car dès qu'il se vit réduit à l'impuissance, il nous regarda en souriant de la manière la plus aimable, et exprima sincèrement l'espoir de n'avoir blessé aucun de nous dans la lutte qu'il venait de soutenir. « Je pense bien que vous allez m'emmener au poste de police, dit-il à Sherlock Holmes. Mon fiacre est à la porte, et si vous voulez bien me délier un peu les jambes, je marcherai jusque-là, car pour me porter, je suis maintenant un peu plus lourd que dans ma jeunesse. » Gregson et Lestrade échangèrent un coup d'œil, comme pour marquer leur étonnement d'une demande aussi hardie. Mais Holmes, prenant le prisonnier au mot, détacha aussitôt la serviette avec laquelle il lui avait lié les chevilles. L'homme se leva et remua les jambes, comme pour s'assurer qu'il en avait de nouveau retrouvé l'usage. En l'examinant, je pensais que j'avais rarement rencontré un individu taillé mieux en force, et l'expression déterminée et énergique de sa figure, hâlée par le soleil, en imposait autant que sa colossale apparence. « Si la place de chef de police est vacante, dit-il, en regardant Holmes avec une admiration non déguisée, vous êtes sans contredit l'homme tout désigné pour cet emploi. La manière dont vous avez suivi ma trace est la meilleure preuve. Vous allez, je pense, m'accompagner, dit Holmes en se tournant vers les deux agents de police. Je puis conduire la voiture, dit Lestrade. Bien, et Gregson montera à l'intérieur avec moi. Et avec vous, docteur, puisque vous avez pris part à l'affaire, vous n'allez pas nous lâcher maintenant. Je ne me fis pas prier, et nous descendîmes tous ensemble. Notre prisonnier, sans faire la moindre tentative pour s'échapper, monta tranquillement dans son fiacre, où nous nous installâmes à ses côtés. Lestrade grimpa sur le siège, fouetta le cheval, et en quelques minutes nous arrivâmes à destination. On nous fit entrer dans une petite pièce où un inspecteur de police inscrivit le nom du prisonnier en même temps que ceux des individus qu'on l'accusait d'avoir assassinés. Cet inspecteur était un homme à la figure pâle, aux traits immobiles, qui remplissait ses fonctions d'une façon résignée et toute machinale. « Le prisonnier comparaîtra devant les magistrats dans le courant de la semaine, dit-il.
En attendant, monsieur Jefferson Hope, avez-vous quelque chose à dire? Je dois vous prévenir que toutes vos paroles seront transcrites et pourront être dans la suite interprétées contre vous. Certainement que j'ai beaucoup de choses à dire, répondit tranquillement notre prisonnier. Je désire tout raconter à ces messieurs. Ne vaudrait-il pas mieux réserver tout cela pour le jour où vous comparaîtrez devant la cour? Demanda l'inspecteur. Peut-être n'y comparaîtrai-je jamais, répondit-il. Oh, n'ayez pas l'air si inquiet. Je ne songe nullement à me suicider. Mais n'êtes-vous pas médecin, monsieur? Ajouta-t-il, en fixant sur moi un œil noir et perçant. Effectivement, répondis-je. Eh bien alors, mettez votre main là, dit-il avec un sourire, en portant ses poignets enchaînés à hauteur de sa poitrine. Je fis ce qu'il me demandait, et je sentis aussitôt un trouble intérieur extraordinaire, accompagné de violents battements. Les parois du thorax semblaient frémir et trembler comme celles d'un mince bâtiment qu'ébranlerait à l'intérieur une puissante machine. Dans le silence de la salle, je pouvais percevoir un sourd bourdonnement qui provenait également de la même cause. « Comment » m'écriai-je. « Mais vous avez un anévrisme de l'aorte !»« C'est bien ce qu'on m'a dit, » répliqua-t-il sans s'émouvoir. « La semaine dernière encore, je suis allé consulter un médecin à ce sujet. Il paraît que la rupture a des chances de se produire d'ici à peu de jours. Il y a tant d'années que cela progresse. Ce sont les fatigues et les privations que j'ai endurées dans les montagnes du lac Salé qui m'ont donné cela. Mais maintenant que j'ai accompli mon œuvre, je suis prêt à mourir. Seulement je voudrais auparavant raconter toute mon histoire, pour ne pas laisser après moi le souvenir d'un assassin. » L'inspecteur et les 2 agents de police se consultèrent rapidement entre eux pour savoir s'il y avait lieu d'accorder au prisonnier sa demande. « Pensez-vous, docteur, que cet homme court un danger immédiat ?» demanda le premier. « Certainement, » répondis-je. « Dans ce cas et dans l'intérêt même de la justice, notre devoir est évidemment d'écouter sa déposition, » dit l'inspecteur. « Vous êtes donc libre, monsieur, de nous raconter votre affaire, mais je vous le répète, tout ce que vous direz sera consigné par écrit. » « Permettez-moi seulement de m'asseoir, » dit le prisonnier en joignant l'action à la parole. « Mon anévrisme me fatigue beaucoup, et la lutte que je viens de soutenir ne m'a guère fait de bien. Je suis sur le bord de la tombe. Aussi croyez bien que je ne chercherai pas à mentir. Chacune de mes paroles sera l'expression de la vérité pure, et peu m'importe l'usage que vous pourrez en faire. » Ce disant, Jefferson Hope se renversa sur son siège et se mit à nous raconter son étrange aventure d'un ton calme et posé, comme si rien de tout cela ne lui paraissait extraordinaire. J'ai transcrit son récit aussi fidèlement que possible, après l'avoir relevé sur le calepin de l'estrade, qui prenait des notes au fur et à mesure. « Les motifs de ma haine contre les 2 hommes vous intéresseraient peu, » commença notre prisonnier. « Qu'il vous suffise de savoir qu'ils avaient assassiné 2 créatures humaines, le père et la fille, et qu'ils avaient ainsi mérité eux-mêmes la mort. Mais tant d'années s'étaient écoulées depuis ce double meurtre que je ne pouvais m'adresser à aucun tribunal pour les faire condamner. Seulement moi qui connaissais leurs crimes, je résolus d'être tout à la fois pour eux leur accusateur, leur juge et leur bourreau. Pas un homme sur toute la surface de la terre, pas un homme, vous m'entendez, n'aurait agi différemment s'il s'était trouvé à ma place. Il y a 20 ans de cela, la jeune fille à laquelle je faisais allusion tout à l'heure allait devenir ma femme. Contrainte par la violence à épouser ce Drebber, sa vie et son cœur furent brisés du même coup. Et tandis qu'elle gisait étendue sur son lit de mort, j'arrachai de son doigt son anneau de mariage, et je fis le serment qu'au moment où je verrais agoniser devant moi le misérable auteur de sa perte, je lui présenterais cette bague pour mieux lui rappeler le crime dont il recevait enfin la juste punition. Depuis lors, cet anneau ne m'a jamais quitté, et j'ai poursuivi sans relâche à travers le nouveau et l'ancien continent Drebber et son complice, jusqu'à ce que j'aie pu enfin les atteindre. Ils croyaient sans doute me lasser, mais combien ils se trompaient. Si je meurs d'ici à peu, comme cela est bien probable, je mourrai au moins sachant que ma tâche en ce monde a été remplie et bien remplie, je m'en vante. Tous les 2 sont morts, et morts de ma main. Après cela, que me reste-t-il à désirer? Que me reste-t-il à espérer? Ils étaient riches et moi j'étais pauvre. Aussi il ne m'était guère facile de les suivre. Lorsque j'arrivai à Londres, ma bourse était à sec, et je fus obligé de chercher un métier qui me permît de vivre. Mener des chevaux,
En monter m'est aussi naturel que de me servir de mes jambes. Aussi je m'adressai à un loueur de voitures qui m'employa tout de suite. J'étais tenu de rapporter chaque semaine à mon patron une somme fixe, et tout le surplus devait me revenir. Mais c'était bien peu de chose, et force fut de m'ingénier pour augmenter mon maigre salaire. Ce qui me parut le plus difficile fut d'apprendre à reconnaître mon chemin, car jamais au grand jamais labyrinthe ne fut plus compliqué que celui formé par les rues de votre ville. J'avais cependant sur moi un plan de Londres, et une fois que j'eus pris comme point de repère les principaux hôtels et les principales gares, je m'en tirai assez bien. Il se passa un certain temps avant que j'aie pu découvrir où demeuraient mes deux ennemis. Cependant, à force de me renseigner, je finis par les dénicher. Ils étaient logés dans une maison meublée à Camberwell, de l'autre côté de l'eau. Du moment où je savais où les prendre, ils étaient à ma merci. J'avais laissé pousser ma barbe, il était impossible de me reconnaître. Aussi je résolus de les suivre à la piste jusqu'à ce que se présentât le moment opportun pour agir, car j'étais décidé cette fois à ne plus les laisser échapper. Peu s'en fallut, cependant, que cela n'arrivât. Vous allez voir comment. Ils ne pouvaient faire un pas dans Londres sans que je ne fusse sur leurs talons. Je les suivais quelquefois avec ma voiture et quelquefois à pied, mais le premier système était le meilleur, car j'étais sûr alors de ne pas les perdre de vue. Seulement, comme il ne me restait plus que les premières heures de la journée ou les dernières de la soirée pour gagner quelque argent, je me trouvais bientôt assez en retard vis-à-vis de mon patron. Cependant, je n'attachais à ce détail aucune importance du moment où je ne perdais pas la piste de mes deux scélérats. Ils étaient malins et craignaient évidemment d'être suivis. Aussi ne s'aventuraient-ils au dehors qu'après la tombée de la nuit et ne sortaient-ils jamais seuls. 2 semaines de suite je les filais ainsi du haut de mon fiacre, sans avoir jamais pu les apercevoir l'un sans l'autre. Drebber, pour sa part, était gris la moitié du temps, mais jamais je ne trouvai la vigilance de Stangerson en défaut. Que ce fût le soir ou que ce fût le matin, pas une fois ne se présenta la moindre occasion favorable. Toutefois je n'en éprouvais aucun découragement, car j'avais le pressentiment que mon heure était proche. Ma seule crainte provenait de mon anévrisme. N'allait-il pas se rompre trop tôt et me laisserait-il le temps d'accomplir mon œuvre? Enfin, un soir, comme j'allais et venais le long de Torquay Terrace, c'est le nom de la rue où il demeurait, je vis un fiacre venir se ranger devant la porte. Puis on y entassa des bagages et quelques instants après, Drebber et Stangerson montèrent dans la voiture. Dès que celle-ci eut démarré, je fouettai mon cheval et ne la perdis plus de vue. J'étais fortement inquiet, car je craignais que les misérables ne fussent sur le point de quitter Londres. Ils descendirent à la station d'Euston. Je confiai aussitôt mon cheval à un gamin afin de les suivre dans l'intérieur de la gare. Là, je les entendis demander à un employé les heures de train pour Liverpool. On leur répondit qu'il y en avait un qui venait de partir et qu'il n'y en aurait pas d'autre avant quelques heures. Stangerson sembla fort ennuyé de ce contretemps, tandis que Drebber en paraissait plutôt aise. En me mêlant à la foule, je pus me rapprocher assez d'eux pour entendre tout ce qu'ils disaient. Drebber déclarait qu'il avait une petite affaire personnelle à régler et demandait à l'autre de l'attendre là, lui promettant de le rejoindre avant peu. Mais son compagnon faisait des difficultés et objectait qu'ils étaient convenus de ne jamais se séparer. À cela, Drebber répliqua que la démarche qu'il avait à faire était d'une nature très délicate et qu'il ne pouvait l'accomplir que seul. Je ne pus saisir la réponse de Stangerson. Mais en l'entendant, Drebber se mit à jurer et à tempêter, lui rappelant qu'il n'était qu'un simple serviteur à ses gages, et qu'il n'avait pas d'ordre à lui donner. Là-dessus le secrétaire renonça à toute discussion, et demanda simplement à son maître, dans le cas où il manquerait le dernier train, de venir le rejoindre à l'hôtel d'Hallyday. Ce à quoi Drebber répondit qu'il se trouverait sur le quai de la gare avant 11 heures, puis il s'éloigna. L'instant que j'avais appelé si longtemps de mes vœux était enfin arrivé. Mes ennemis allaient se trouver en mon pouvoir. Réunis, ils pouvaient se secourir mutuellement. Isolés, ils étaient à ma merci. J'évitais cependant d'agir avec trop de précipitation. Quelle satisfaction trouverait-on à se venger si on ne donnait à celui qui vous a offensé le temps de reconnaître et la main qui le frappe et la cause de son châtiment? Aussi mon plan était-il déjà préparé.
J'avais tout combiné de façon à ce que l'auteur de mes maux vît nettement son ancien crime s'élever enfin contre lui et l'écraser. Le hasard avait fait que, quelques jours auparavant, un de mes clients, chargé de surveiller plusieurs maisons dans Brixton Road, avait laissé tomber dans ma voiture la clef de l'une d'elles. Cette clef avait été réclamée le soir même, mais avant de la rendre, j'avais eu soin d'en prendre l'empreinte, et j'en avais fait faire une semblable. Grâce à cette circonstance fortuite, je m'étais ménagé dans la grande ville un refuge où j'étais sûr de ne pas être dérangé. Le seul côté difficile du problème était d'amener Drebber jusque dans cette maison. Le misérable était sorti à pied de la gare. Successivement, il entra dans plusieurs cabarets, et même au dernier, il prolongea sa station pendant plus d'une demi-heure. Lorsqu'il parut sur le seuil, il titubait déjà et semblait passablement gris. Justement un fiacre se trouvait là à quelques pas devant le mien. Il le héla, je le suivis aussitôt, et de si près que le nez de mon cheval n'était jamais à plus d'1 mètre de l'autre voiture. Nous traversâmes le pont de Waterloo, nous suivîmes des rues interminables, jusqu'à ce qu'enfin, à ma grande surprise, nous nous retrouvâmes devant la maison où il avait logé jusque-là. Quelle était son intention? C'était ce que je ne pouvais comprendre. Néanmoins, je continuai mon chemin et m'arrêtai 100 de mètres plus loin. L'autre fiacre, après avoir déposé son client, s'était éloigné. Mais veuillez être assez bon pour me donner un verre d'eau. Ce long récit m'a terriblement altéré. Je lui tendis un verre qu'il avala d'un seul trait. « Ah, cela va mieux, dit-il. » Pour lors, j'attendis donc au moins un quart d'heure, lorsque tout à coup j'entendis comme le bruit d'une lutte dans l'intérieur de la maison. L'instant d'après, la porte s'ouvrit brusquement et j'aperçus 2 hommes. Drebber et un autre très jeune que je n'avais encore jamais vu. Ce dernier tenait Drebber par le collet et du haut de l'escalier il lui donna une forte poussée accompagnée d'un vigoureux coup de pied qui l'envoya rouler au milieu de la rue. « Sale animal !» cria-t-il en le menaçant de sa canne. « Je t'apprendrai à insulter une honnête fille. » Il était dans une telle colère qu'il aurait certainement administré une volée de coups de bâton à Drebber si celui-ci ne s'était enfui en courant de toutes ses forces. Apercevant mon fiacre au détour de la rue, il sauta dedans en me criant « À l'hôtel d'Hallyday !» En voyant que je le tenais enfin dans ma voiture, mon cœur bondit si joyeusement dans ma poitrine que j'eus peur de sentir au dernier moment mon anévrisme se rompre. Je marchai lentement, me demandant le meilleur parti à prendre. Je pensais déjà l'emmener dans la campagne et profiter d'un endroit écarté pour avoir avec lui un entretien suprême. J'allais m'y décider quand il se chargea lui-même de me fournir la solution du problème. Ses instincts d'ivrogne ayant repris le dessus, il me donna l'ordre de m'arrêter devant un cabaret où il entra en m'enjoignant de l'attendre. Il y resta jusqu'à l'heure de la fermeture, et quand il en sortit, il était dans un tel état qu'il se trouvait évidemment à ma merci. N'allez pas croire que j'ai voulu l'assassiner de sang-froid, quoique cependant ce n'eût été que justice. Je n'aurais pu m'y résoudre. Non, depuis longtemps, j'étais décidé à lui laisser une chance de salut, s'il voulait l'accepter. Parmi les nombreux métiers que j'ai exercés en Amérique, dans le cours de ma vie errante, il m'arriva d'être employé comme gardien et préparateur au laboratoire de l'université d'York. Un jour, le professeur, faisant une conférence sur les poisons, montra à ses élèves ce qu'il appelait un alcaloïde. C'est une substance dont les sauvages de l'Amérique du Sud se servent pour empoisonner leurs flèches, et dont les vertus toxiques sont si puissantes qu'un simple grain suffit pour occasionner une mort foudroyante. Je fis une marque au flacon qui contenait cette substance, et quand tout le monde fut parti, j'en dérobai un peu. J'étais devenu un assez bon préparateur, aussi me fut-il facile de fabriquer avec cet alcaloïde un certain nombre de pilules. Puis je pris plusieurs petites boîtes, et dans chacune d'elles je mis 2 pilules, l'une inoffensive et l'autre mortelle. Je voulais, quand mon heure viendrait, proposer à ceux que je poursuivais de ma haine de choisir une de ces pilules et de l'absorber, tandis que j'avalerais l'autre. C'était plus sûr qu'un duel avec un pistolet chargé, et cela avait l'avantage de faire moins de bruit. À partir de ce jour, je portais sans cesse sur moi ces petites boîtes, et je suis arrivé dans mon récit au moment où j'eus à les employer. Il était plus de minuit, ou plus exactement près d'1 heure du matin,
La nuit était sombre et glaciale, avec des rafales d'eau que chassait un vent violent. Malgré cela, je me serais volontiers mis à chanter tout haut. Si jamais il est arrivé à l'un de vous de désirer quelque chose de toutes ses forces, de l'attendre pendant 20 longues années, et de voir enfin son espoir se réaliser tout à coup, celui-là me comprendra. J'allumai un cigare pour calmer mes nerfs, mais mes mains tremblaient et j'entendais distinctement le battement de mes tempes. Tout en marchant, je voyais, comme je vous vois maintenant, le vieux John Ferrier et la chère Lucie qui émergeaient de l'obscurité et me regardaient en souriant. Ils se tenaient devant moi de chaque côté de mon cheval et ils ne me quittèrent pas jusqu'à la maison de Brixton Road. On ne voyait pas un être vivant dans la rue. On n'entendait pas un bruit, si ce n'est le clapotis de la pluie. En regardant par la portière, je m'aperçus que Drebber s'était effondré dans un lourd sommeil d'ivrogne. Je le pris par le bras et le secouai. « Nous sommes arrivés, lui dis-je. »« Bien, mon brave, répliqua-t-il. Il supposait, évidemment, que nous étions devant l'hôtel qu'il avait désigné. Aussi, sans ajouter un mot, il descendit de voiture et m'accompagna à travers le jardin. J'étais obligé de marcher à côté de lui pour le soutenir, car il se trouvait encore sous l'influence de l'alcool. Arrivé à la porte de la maison, je l'ouvris et j'introduisis mon compagnon dans la première pièce. Là encore, je vous le jure, le père et la fille apparurent distinctement à mes yeux. « Il fait noir comme dans un four, » dit Drebber, en frappant du pied. « Nous allons avoir de la lumière, » dis-je en faisant craquer une allumette et en enflammant une bougie de cire que j'avais eu soin d'apporter avec moi. « Maintenant, Enoch Drebber, » continuai-je en me tournant vers lui et en approchant la lumière de ma figure, « me reconnaissez-vous » Il me regarda un instant avec ses yeux troubles d'ivrogne, puis tout à coup je les vis s'ouvrir démesurément sous l'empire d'une terreur folle qui bouleversa tous ses traits. Il savait à quoi s'en tenir. Aussi fit-il un bond en arrière, la figure décomposée, la sueur perlant sur son front, les dents claquant. Je m'appuyai contre la porte tout en riant de bon cœur. J'avais toujours pensé que la vengeance me serait douce, mais je n'aurais jamais osé espérer une jouissance pareille. Misérable, fis-je, je t'ai donné la chasse à travers le nouveau et l'ancien monde, et jusqu'ici tu m'avais toujours échappé. Mais maintenant ces pérégrinations touchent à leur fin. L'un de nous deux ne verra pas le soleil se lever demain matin. Il continuait à reculer pendant que je m'adressais ainsi à lui, et je vis qu'il me croyait fou. Ah, je l'étais en effet à ce moment. Le sang faisait résonner mon pouls et mes tempes comme un marteau sur une enclume, et j'allais certainement avoir une attaque quand, par bonheur, un violent saignement de sang vint me soulager. « Te souviens-tu maintenant de Lucie Ferrier » m'écriai-je, après avoir fermé la porte et en lui mettant la clef sous le nez. « Ah, le châtiment s'est fait attendre, mais le jour de la vengeance est enfin arrivé. » Le lâche se mit à trembler de tous ses membres et m'aurait bassement supplié de lui donner la vie s'il n'avait trop bien compris que tout serait inutile. « Est-ce que vous voulez m'assassiner » balbutia-t-il. « Qui parle d'assassinat » répondis-je. « Est-ce assassiner que d'abattre un chien enragé ? As-tu eu pitié toi-même quand tu as arraché la pauvre fille qui m'était si chère au cadavre de son père pour la livrer à l'infamie et à la honte de ton harem maudit ? Ce n'est pas moi qui ai tué son père, implora-t-il. Mais c'est toi qui as brisé ce cœur innocent, hurlai-je. Et je tirai de ma poche une de mes petites boîtes. Que le Dieu Tout-Puissant juge entre nous, continuai-je. Choisis une de ces pilules. L'une d'elles contient la mort, l'autre est inoffensive. Je prendrai celle que tu laisseras. Nous verrons bien s'il y a une justice au ciel ou si c'est le hasard seul qui nous mène. Il s'affaissa comme un lâche, en poussant des cris et des supplications, mais sortant mon couteau, je le lui mis sous la gorge jusqu'à ce qu'il se fût exécuté. Alors j'avalai la pilule qu'il avait laissée, et nous restâmes à nous regarder l'un l'autre 1 minute environ, lequel allait continuer à vivre, lequel allait mourir. Jamais je ne pourrai oublier l'expression de son regard au moment où les premières souffrances l'avertirent que le poison allait accomplir son œuvre. Je me mis à rire et lui présentai alors l'anneau de mariage de Lucie, mais l'action du poison était presque foudroyante. Un spasme convulsa ses traits, il jeta les mains en avant, chancela un instant,
puis s'abattit avec un cri rauque. Je le retournai alors avec mon pied, et mettant ma main sur son cœur, je vis qu'il avait cessé de battre. Il était bien mort. Jusque-là, je n'avais fait aucune attention à mon saignement de nez. Je ne sais comment il me vint à l'esprit de me servir de mon sang pour tracer une inscription sur le mur. Peut-être me parut-il plaisant de lancer la police sur une fausse piste. Je me sentais à ce moment-là si joyeux et si gai. Je me rappelais en effet qu'on avait trouvé dans New-York un Allemand assassiné, avec le mot Rache épinglé sur son cadavre, et les journaux avaient longuement disserté à ce sujet pour expliquer que ce crime ne pouvait être imputé qu'aux sociétés secrètes. Je pensais que ce qui avait intrigué les habitants de New-York intriguerait également ceux de Londres. Aussi je trempai mon doigt dans mon propre sang, et j'écrivis ce même mot Rache bien en vue sur le mur. Puis je retournai à ma voiture. Le temps était toujours aussi épouvantable, et personne ne rôdait aux environs. J'avais déjà parcouru une certaine distance, lorsqu'en mettant la main dans ma poche, je m'aperçus que la bague de Lucie n'y était plus. Cette découverte me bouleversa, car c'était le seul souvenir qui me resta d'elle. Je supposai que je l'avais laissée tomber en me penchant sur le cadavre de Dreiber, et je revins sur mes pas. Abandonnant mon fiacre dans une rue voisine, je me dirigeai bravement vers la maison. Tout en effet me paraissait préférable à la perte de cette bague. Mais en entrant, je tombai dans les bras d'un agent de police, et je ne pus désarmer ses soupçons qu'en contrefaisant l'ivrogne. Voilà comment mourut Enoch Dreiber. Il ne me restait plus qu'à en user de même vis-à-vis de Stangerson pour finir d'acquitter la dette de John Ferrier. Je savais que celui-là logeait à l'hôtel d'Hallyday, mais j'eus beau tourner tout autour pendant une journée entière, il ne mit pas le nez dehors. Des craintes lui étaient venues, je l'imagine, en ne voyant pas réapparaître Dreiber. C'était un homme très rusé que ce Stangerson, qui se tenait toujours sur ses gardes. Mais s'il croyait se mettre hors de ma portée en se tenant enfermé, il se trompait étrangement. Je découvris facilement quelle était la fenêtre de son appartement, et le lendemain matin, me servant d'une échelle qu'on avait laissée dans une ruelle derrière l'hôtel, je m'introduisis dans sa chambre à la pointe du jour. Je le réveillai alors en lui annonçant que l'heure était venue de rendre des comptes au sujet de son ancien crime. Puis je lui racontai la mort de Dreiber et lui présentai une boîte de pilules. Au lieu de choisir la chance de salut que je lui offrais ainsi, il sauta de son lit et m'empoigna la gorge. J'étais alors en cas de légitime défense, et je lui plongeai mon poignard dans le cœur. Du reste, de toute manière, il devait mourir, car jamais la Providence n'eût permis que sa main criminelle vînt à choisir une autre pilule que celle contenant le poison. Je n'ai plus grand-chose à ajouter, et j'en suis bien aise, car je me sens épuisé. Après les événements, je continuai mon métier de cocher de fiacre, comptant amasser assez d'argent pour retourner en Amérique. Tout à l'heure, j'étais dans la cour de mon patron, lorsqu'un gamin tout déguenillé vint demander s'il n'y avait pas là un cocher nommé Jefferson Hope, ajoutant qu'un client le priait de venir avec sa voiture, numéro 221 Baker Street. Je m'y rendis aussitôt sans la moindre méfiance, et quelques secondes plus tard, ce jeune homme ici présent me serrait de la façon la plus élégante, en me passant au bras les jolis bracelets que voilà. Telle est, messieurs, toute mon histoire. Vous pouvez me considérer comme un assassin, mais pour moi, je trouve que je n'ai été que l'instrument de la justice, tout au même titre que vous pouvez l'être. Le récit de Jefferson Hope nous avait tellement captivés, son attitude était si impressionnante, que nous restions tous là silencieux et pensifs. Les agents eux-mêmes, quelque blasés qu'ils fussent par profession sur tous les genres de crimes, semblaient intéressés au plus haut point. On n'entendait dans la chambre que le crayon de Lestrade courant sur le papier pour finir la relation qu'il venait de sténographier. « Il ne me reste qu'un point à éclaircir, » dit enfin Sherlock Holmes. Quel était ce complice qui est venu réclamer la bague après l'annonce que j'avais insérée dans les journaux? Le prisonnier cligna de l'œil d'un air malin. « Je puis révéler les secrets qui me touchent personnellement, dit-il, mais je ne veux pas mettre les autres dans l'embarras à cause de moi. J'avais lu votre annonce, et j'ai pensé qu'elle pouvait n'être qu'une ruse, tout comme elle pouvait m'aider à rentrer en possession de la bague. Un ami s'offrit pour aller voir ce qui en était.
Vous reconnaîtrez, je pense, qu'il a su s'acquitter assez proprement de sa mission. Sans aucun doute, avoua Holmes franchement. Maintenant, messieurs, remarqua gravement l'inspecteur, il est temps de laisser les formalités de la loi s'accomplir. Jeudi, le prévenu comparaîtra devant les magistrats et votre présence sera nécessaire. Mais jusque-là, j'en reste seul responsable. Tout en parlant, il avait agité une sonnette. À ce signal, 2 gardiens apparurent, qui emmenèrent Jefferson Hope. Holmes et moi, nous sortîmes alors du poste et nous prîmes un fiacre pour rentrer à Baker Street. Fin de la section 13. Section 14 de Un crime étrange par Arthur Conan Doyle. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Deuxième partie, chapitre 7, épilogue. Nous avions été cités à comparaître le jeudi suivant devant les magistrats, mais aujourd'hui notre témoignage était devenu inutile. Un juge plus puissant s'était chargé de l'affaire et Jefferson Hope avait été appelé devant le tribunal qui seul rend la justice suprême. Dans la nuit même qui avait suivi son arrestation, son anévrisme s'était rompu et le lendemain matin on l'avait trouvé étendu sur le sol de sa cellule, la figure souriante, les traits calmes, comme si à son heure dernière il avait vu se retracer devant lui toute une existence utile et bien remplie. Gregson et Lestrade vont être navrés de cette mort, remarqua Holmes, tandis que nous la commentions le lendemain soir. C'en est fait maintenant de leurs belles réclames. Je ne trouve pas qu'ils aient pris une si grande part au succès final, répondis-je. En ce monde, ce que vous faites importe peu, répliqua mon compagnon d'un ton amer. C'est ce que vous paraissez avoir fait, qui est tout. Quoi qu'il en soit, reprit-il plus gaiement, un moment après, j'aurais été désolé de manquer cette affaire. Je ne me souviens pas d'avoir rencontré un cas plus intéressant, et quelque simple qu'il fût, il renfermait cependant plusieurs côtés fort instructifs. Quelque simple qu'il fût, m'écriai-je. Mon Dieu, oui, on ne peut guère lui donner d'autre épithète, dit Sherlock Holmes en souriant de ma surprise. La preuve en est que, grâce à une suite de raisonnements fort peu compliqués, j'ai pu en l'espace de 3 jours mettre la main sur le criminel. C'est pourtant vrai, fis-je. Je vous ai déjà expliqué que tout problème qui sort des voies battues, loin d'être plus difficile, est bien plus aisé à résoudre. Seulement, dans un cas de ce genre, l'important est de raisonner à rebours. C'est bien simple, c'est d'une utilité incontestable, et cependant personne ne le fait. En effet, dans l'habitude de la vie, on emploie plus souvent le raisonnement direct, et on en prend ainsi l'habitude. Vous trouverez 50 personnes capables d'agir par déduction synthétique pour une qui saura procéder par analyse. J'avoue, dis-je, que je ne vous comprends pas très bien. Je m'en doutais. Voyons si je puis m'expliquer plus clairement. Prenez quelqu'un à qui vous exposiez une succession de faits. Il saura presque toujours deviner ce qu'ils ont produit, car après les avoir tous coordonnés dans son esprit, il aura vu à quoi ils aboutissaient. Mais quand on ne livre que le résultat, bien peu de personnes possèdent en elles assez de ressources pour reconstituer les différentes étapes qui ont précédé et qui ont occasionné l'événement final. Voilà ce que j'entends par le raisonnement à rebours ou analytique. Je comprends, dis-je. Dans cette dernière affaire, vous connaissiez le résultat. Il fallait en déduire tout le reste. Eh bien, je vais essayer de vous faire saisir mon procédé. Commençons par le commencement. Je me suis approché de la maison à pied, comme vous avez pu le voir, et l'esprit dégagé de toute idée préconçue. Mon premier soin fut d'examiner la route, et là, je vous l'ai du reste déjà expliqué, je relevai distinctement les traces laissées par les roues d'un fiacre, traces qui ne pouvaient dater que de la nuit. Je savais que c'était un fiacre, et non une voiture de maître, par le peu de distance qui séparait les roues. En effet, un coupé élégant possède une voie sensiblement plus large que celle d'une vulgaire locatis. Voilà donc un premier point gagné. Je suivis ensuite lentement l'allée du jardin qui, grâce à la nature argileuse du sol, avait conservé aux empreintes faites toute leur netteté. Là où vous n'avez vu qu'un passage boueux et piétiné en tous sens, mon œil exercé relevait dans chaque trace une indication précieuse.
il n'y a pas de branche dans la science du policier plus importante et plus négligée en même temps que celle qui a trait aux empreintes laissées sur le sol. Heureusement pour moi, j'y ai toujours attaché une importance capitale, et une longue pratique me l'a rendue tout à fait familière. Je distinguai ainsi les pas des agents de police, mais je découvris également les marques laissées par deux hommes qui, les premiers, avaient traversé le jardin. Il était bien facile de les reconnaître, car par endroits elles avaient été complètement effacées par les pas de ceux qui étaient venus après eux. Je tenais ainsi le second anneau de la chaîne, et je savais maintenant que les visiteurs de la nuit étaient au nombre de deux, l'un d'une taille élevée, la longueur de son pas le prouvait, l'autre élégamment vêtu, comme je pouvais en juger par l'étroitesse et l'élégance de ses bottines. En entrant dans la maison, ma dernière supposition se trouva confirmée. L'homme aux chaussures élégantes était étendu devant moi. C'était donc le plus grand qui avait dû l'assassiner, si tant est qu'il y eut assassinat. Le cadavre ne portait en effet aucune trace de blessure, et cependant l'expression de terreur empreinte sur les traits de l'individu montrait qu'il avait compris le sort qui l'attendait avant de le subir. Les gens qui meurent subitement, soit d'une maladie de cœur, soit de toute autre cause naturelle, n'ont jamais la figure aussi bouleversée. J'eus alors l'idée de renifler les lèvres du mort, et je sentis une odeur âcre qui me permit de conclure qu'on avait fait avaler de force à cet homme un poison terrible. Ce qui me prouvait qu'il avait bien été empoisonné par force, c'était l'expression de terreur et de haine répandue sur tous ses traits. Voilà où j'étais amené en procédant par élimination, puisque toute autre hypothèse ne cadrait pas avec les faits. N'allez pas vous imaginer qu'une telle supposition fût inadmissible. L'idée de forcer quelqu'un à absorber un poison n'est certainement pas nouvelle dans les annales du crime. Tous ceux qui se sont occupés de toxicologie connaissent le cas de Dolski à Odessa et celui de Leturier à Montpellier. Mais ce qu'il importait de connaître avant tout, c'était le mobile du crime. Ce n'était certainement pas le vol, puisque la victime n'avait pas été dévalisée. Était-ce une raison politique, une histoire de femme? Voilà ce que je me demandais, tout en penchant nettement pour la dernière hypothèse. En effet, les assassins politiques, une fois leur tâche accomplie, n'ont qu'une idée, celle de fuir. Or ici le meurtrier avait agi avec le plus grand calme, restant dans la chambre jusqu'à la fin, et y laissant de nombreuses traces de son passage. Une façon si méthodique de procéder semblait indiquer le châtiment d'une injure privée, et non d'une vengeance politique. Mon opinion ne fit que se confirmer en voyant l'inscription tracée sur le mur. On ne l'avait faite que pour égarer les premières recherches, et la découverte de la bague prouva bien la justesse de mes appréciations. N'était-il pas évident que le meurtrier avait mis cet anneau sous les yeux de sa victime pour lui rappeler une femme qu'ils avaient connue? C'est alors que je demandai à Gregson si, en télégraphiant à Cleveland, il avait précisé quelques points particuliers à éclaircir dans l'existence antérieure de M. Drebber. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, qu'il me répondit par la négative. Je me mis ensuite à examiner attentivement la chambre. Je constatai que je ne m'étais pas trompé quant à la taille de l'assassin, et je recueillis quelques indications complémentaires comme celle du cigare de Trechinopoli et de la longueur inusitée des ongles. Du moment où il n'y avait aucun indice de lutte, je pensais bien que le sang qui couvrait le plancher provenait d'un saignement de nez, produit par l'état d'excitation dans lequel se trouvait l'auteur du crime, et je constatai même que les taches coïncidaient avec la trace de ses pas. Il faut en général, pour que pareil accident arrive, être doué d'un tempérament très sanguin. Aussi ne craignis-je pas d'avancer que le criminel devait être un homme très fort avec une figure congestionnée. La suite a prouvé que je ne me trompais pas. En quittant la maison du crime, je cherchais à réparer les omissions commises par Gregson. Je télégraphiai au chef de la police à Cleveland en lui demandant simplement tout ce qu'il savait à propos du mariage d'Enoch Drebber. La réponse fut concluante. Drebber avait déjà, paraît-il, demandé à la justice de le protéger contre un ancien rival en amour, nommé Jefferson Hope, lequel se trouvait actuellement en Europe. J'avais donc réuni dans ma main tous les fils du mystère, et il ne me restait plus qu'à m'assurer du meurtrier. Un point déjà me paraissait bien établi. L'homme qui avait suivi Drebber dans la maison ne pouvait être que le cocher qui l'avait amené.
Les pas du cheval indiquaient en effet qu'on l'avait laissé seul dans la rue, sans personne pour le garder, et qu'il en avait profité pour errer un peu. Or le conducteur n'avait pas pu aller ailleurs que dans la maison. D'ailleurs, comment supposer qu'à moins d'être fou, un homme aille de propos délibérés commettre un crime devant un témoin qui ne manquerait pas de le dénoncer? Enfin, si quelqu'un voulait s'acharner sur la piste d'un ennemi, quel meilleur moyen aurait-il pour le suivre que de se faire cocher de fiacre? Toutes ces considérations m'amenèrent à conclure que pour mettre la main sur Jefferson Hope, il suffisait de le chercher parmi les cochers de fiacre de la capitale. Car il n'avait pas dû cesser son métier, n'aurait-ce point été attirer l'attention sur lui que de changer brusquement d'existence? Selon toute apparence, il devait donc, pendant quelque temps au moins, continuer à mener son fiacre. Je ne craignais guère qu'il eût pris un faux nom. À quoi cela lui aurait-il servi dans un pays où personne ne le connaissait? J'embrigadai alors mes petits gamins de la rue pour en former un vrai corps d'agents de police, et je leur fis faire successivement la tournée de tous les propriétaires de fiacres de Londres, jusqu'à ce qu'ils eussent découvert l'homme que je cherchais. Vous vous rappelez comment ils s'acquittèrent de cette mission, et combien je m'empressai d'en profiter. Quant à l'assassinat de Stangerson, il était bien difficile à prévoir, et, je crois, presque impossible à prévenir. Cependant, ce dernier crime me permit de mettre la main sur les pilules dont je n'avais fait jusque-là que soupçonner l'existence. Vous le voyez, tout cela forme une chaîne de conséquences ininterrompue et parfaitement logique. « C'est merveilleux !» m'écriai-je. « Vos talents méritent d'être connus de tous, et vous devriez publier un compte-rendu de toute cette affaire. Je vous avertis que si vous ne le faites pas, je l'écrirai à votre place. »« Faites ce que vous voudrez, docteur, mais lisez d'abord ceci, » répondit Holmes en me tendant un journal. Ce journal était l'Écho du même jour. Le paragraphe qu'il me désignait était consacré à notre affaire et ainsi conçu. La mort subite du nommé Hope, accusé d'avoir assassiné mm Enoch Drebber et Stangerson, prive le public d'un procès qui promettait d'être excessivement sensationnel. Il est probable qu'on ne connaîtra jamais maintenant tous les détails de cette histoire. Tout ce que l'on sait, nous assure-t-on de bonnes sources, c'est que le crime est dû à une sorte de vendetta des plus romanesques, qui date de très loin et dans laquelle se confondent amour et mormonisme. Il paraît que les deux victimes appartenaient autrefois à la secte des Mormons, et Hope, l'inculpé qui vient de mourir, est également originaire de Salt Lake City. À défaut d'autres résultats, cette affaire a eu au moins l'avantage de mettre en relief, de la manière la plus brillante, l'efficacité de notre police. Les étrangers sauront maintenant qu'ils feront mieux de vider leur querelle chez eux et de ne pas choisir pour cela le sol britannique. Personne n'ignore que l'honneur de cette difficile capture revient entièrement à messieurs Lestrade et Gregson, les agents si connus de Scotland Yard. Le criminel fut arrêté, paraît-il, dans l'appartement d'un certain M. Sherlock Holmes, qui lui-même, comme policier amateur, a montré quelquefois un certain flair. Nul doute qu'avec de tels professeurs, il n'arrive bientôt à se montrer presque leur émule. Tout le monde espère qu'en reconnaissance de leurs services signalés, les deux agents cités plus haut recevront avant peu une récompense bien méritée. « Ne vous l'avais-je pas prédit au moment où nous nous sommes mis en campagne ?» s'écria Sherlock Holmes en riant. « Voilà tout le résultat de notre étude de rouge. Faire délivrer à ces braves gens un certificat d'habileté. »« Peu importe, » répondis-je. J'ai consigné toute cette histoire dans mon journal et le public en aura connaissance. En attendant, contentez-vous d'avoir conscience du succès que vous avez remporté et répétez avec l'avare classique de l'ancienne Rome « Populus me sibilat at mi plaudo, ipse domi simul hac numos contemplar in arca. » Fin de la section 14. Fin de Un crime étrange par Arthur Conan Doyle.